Bonjour tout le monde, aujourd'hui on s'attaque à un mystère absolument fascinant. Comment des comportements ultra complexes, qui ressemblent à s'y méprendre à ceux du vivant, peuvent-ils apparaître chez des entités numériques, et ça sans la moindre instruction humaine? C'est le domaine incroyable de la vie artificielle. Imaginons un instant des créatures faites de code qui apprennent à ramper, à sauter, à courir. Tout ça uniquement poussé par une sorte d'instinct de survie numérique. Allez, c'est parti pour une plongée au cœur de l'évolution simulée. Allez, plongeons directement dans le vif du sujet. La fameuse question d'Alan Turing. Les machines peuvent-elles penser, posée dès 1950, a vraiment dicté notre vision de l'informatique pendant des décennies. Mais au lieu de s'acharner à construire un cerveau mécanique uniquement basé sur la logique pure, une autre approche, beaucoup plus organique, s'est développée. En fait, la vie artificielle ne se demande pas si une machine peut penser, elle se demande plutôt, une machine peut-elle évoluer pour survivre? Section 1. Le problème de contrôle en intelligence artificielle. Historiquement, essayer de programmer un robot physique pour qu'il marche en utilisant l'IA classique, c'est un cauchemar monumental. Il faut calculer chaque angle, chaque force en permanence. C'est ce qu'on appelle l'approche top-down ou descendante. Elle exige des règles explicites ultra rigides et se heurte très vite à un mur de calculs infinis face à la complexité du monde réel. À l'inverse, l'intelligence artificielle adopte une approche bottom-up, ascendante. On s'inspire directement de la biologie. On ne dicte plus les règles de la marche, on crée un environnement physique et on laisse tout simplement la magie des comportements émerger. C'est une solution d'une élégance absolue pour contourner ces limites de calculs insolubles. Passons à la section 2 pour voir comment tout cela se construit. Un monde virtuel réaliste. Alors, pour que cette évolution ascendante ait un sens, il faut d'abord concevoir l'arène de survie. Et c'est là qu'intervient le concept d'agent incarné. Attention, ce n'est pas un simple algorithme invisible tournant sur un serveur. C'est une véritable entité numérique dotée d'un corps virtuel qui subit les forces physiques de son environnement en temps réel. Et croyez-moi, cet environnement est d'un réalisme impitoyable. Le moteur physique applique les lois de Newton à la lettre, une gravité stricte de 9,8 mètres par seconde au carré, l'inertie, la friction des articulations et bien sûr le frottement avec le sol. Pourquoi une telle sévérité? Eh bien parce que si on veut que ces comportements numériques soient transférables un jour à des machines dans le monde réel, ces contraintes sont obligatoires. Aucune triche avec la physique n'est permise. Section 3. L'anatomie d'un agent. Bon, comment fabrique-t-on le corps d'une créature capable d'affronter une telle simulation? Si on dissèque un peu cette anatomie, on voit qu'elle repose sur un corps central. À ce torse, on attache divers appendices, reliés par des articulations. On peut faire le parallèle direct avec les membres d'une entité biologique. Ces blocs virtuels, ce sont littéralement les os et les muscles qui vont rendre le mouvement possible. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est l'utilisation de ces repères de coordonnées en 3D. Ces blocs rectangulaires rigides que l'on observe ne sont pas juste de jolis dessins. Ils ont une masse réelle, un centre de gravité et une matrice d'inertie calculée avec une précision folle pour réagir avec exactitude aux forces extérieures. Ils forment un véritable squelette numérique. Ensuite, ces corps rigides sont connectés par des articulations à charnières. Elles agissent exactement comme nos genoux ou nos coudes, limitant les mouvements selon des axes très précis. Mais surtout, elles sont équipées de capteurs. C'est l'équivalent de notre proprioception. Ces capteurs disent à la créature où se trouvent ses membres dans l'espace. Un retour sensoriel absolument vital si on ne veut pas qu'elle s'effondre sous son propre poids. Section 4. Le cerveau artificiel. Et ça illustre brillamment un point fondamental. Avoir un corps robuste, c'est super, mais il faut un centre cognitif pour le piloter. Le parallèle entre la biologie et l'IA est ici frappant. D'un côté, on a le réseau de neurones biologiques avec ses dendrites. De l'autre, ce qu'on appelle un réseau de neurones récurrent ou RNN. L'agent artificiel utilise ce réseau pour traiter les infos de ses capteurs et envoyer des signaux moteurs, d'une façon qui imite profondément la nature. Mais attention, contrairement au réseau standard qui analyse les données de façon figée, le réseau de neurones récurrents utilise des boucles de rétroaction. Et c'est un véritable game changer, car ça crée une forme de mémoire. Le réseau se souvient de son état précédent, ce qui est une nécessité absolue pour coordonner un mouvement rythmique, comme la marche. Imaginez essayer de marcher sans vous souvenir de la position de votre pied une fraction de seconde plus tôt. Mission impossible, n'est-ce pas? Le RNN, c'est ce qui offre cette indispensable continuité temporelle. Section 5. La survie numérique du plus apte. Une fois le corps et le cerveau prêts, la simulation devient une arène brutale. C'est la loi de la jungle. Voici le processus darwinien strict qui gouverne leur existence. D'abord, on mesure la condition physique de chaque agent. Ensuite, on sélectionne l'élite, on croise leur ADN numérique. Et on ajoute des mutations aléatoires. Ce cycle sans fin
élimine les faibles sans aucune pitié et affine continuellement les compétences des grands champions qui survivent. L'opération de croisement, c'est le grand moteur de l'amélioration. C'est un véritable accouplement numérique. On prend les poids du réseau de neurones des agents les plus performants et on les mélange pour créer la progéniture. Les comportements qui fonctionnent sont sauvegardés et combinés avec le grand espoir que la nouvelle génération sera encore plus agile que la précédente. Donc, le point crucial de toute cette histoire, c'est l'objectif de vie de ces créatures. Il est d'une simplicité désarmante. Maximiser la distance parcourue le long d'un axe horizontal avant la fin du chronomètre. Chaque agent naît, a quelques petites secondes pour bouger et est évalué sur la distance franchie. Un but unique. C'est fascinant d'observer une immense complexité de mouvements émerger de règles si basiques. Et là, on assiste à une course frénétique. Imaginez 80 agents lâchés simultanément. Au départ, on ne va pas se mentir, c'est pathétique. Ils s'agitent, s'écroulent, totalement vaincus par la friction et la gravité. Mais la sélection opère. Lentement, les spasmes chaotiques se transforment en rampements asymétriques, puis, au fil des générations, en de véritables galops articulés. Ce passage incroyable de la maladresse totale à l'agilité illustre la théorie du chaos en action, magnifiquement représentée par cet attracteur de Lorentz. Dans ce système, l'effet papillon est roi. Une minuscule mutation dans un seul poids neuronal d'un agent primitif va se répercuter au fil des générations pour produire des stratégies de locomotion totalement imprévisibles et hautement intelligentes. Ce qui semblait être du désordre engendre finalement une motricité parfaite. L'évolution simulée nous prouve qu'une conception humaine ultra-rigide n'est pas la seule voie vers l'intelligence mécanique. Le désordre, les mutations et un moteur physique réaliste peuvent littéralement sculpter le génie. Alors, le chaos imprévisible de l'évolution numérique sera-t-il l'étincelle qui permettra enfin de voir une véritable vie artificielle dans notre monde physique ? Voilà une réflexion vertigineuse qui nous laisse énormément de choses à imaginer pour le futur de la robotique.